Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous sommes le 2 avril et nous célébrons, comme chaque année depuis 2008, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'occasion pour nous d'aider à sensibiliser justement à ce trouble de neurodéveloppement qui touche près d'un enfant sur 100 dans le monde selon l'OMS. Une journée au cours de laquelle chacun est invité à afficher un signe de couleur bleue pour marquer son soutien aux personnes autistes ainsi qu'à leurs familles. Et avec nous pour en parler, Daoud Tatou, membre de la direction générale du dispositif Le Silence des Justes. Monsieur Tatou, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais à l'instant en introduction, à l'occasion de cette journée, nous sommes tous invités à nous parer de bleu en signe de solidarité avec les personnes autistes. Le bleu pour l'autisme, comme le rose pour le cancer du sein. Pourquoi cette couleur? Que signifie le bleu? Le bleu signifie une couleur d'apaisement pour les personnes en situation d'autisme. La majorité du spectre de l'autiste ont adopté cette couleur-là, donc on respecte ça. Aussi, Tamet, qui est un écrivain qui écrit Je suis né un jour bleu, qui fait référence à cette couleur-là. Joseph Chevanek, qui discute avec nous et qui dit qu'il aimerait que le métro parisien soit paré de bleu parce que ça lui rappelle le monde des Schtroumpfs. C'est une couleur apaisante. Certains autistes, d'autres préfèrent des couleurs un peu rouges ou un peu or. Bon, en majorité, c'est bleu. Alors, aussi pour commencer, on aimerait reposer la question pour sensibiliser justement. Qu'est-ce que l'autisme? On l'associe souvent à tort à une maladie ou à un handicap mental, mais c'est quoi au juste? Le trouble de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, vous avez une angine, vous allez chez le médecin, vous prenez un médicament, vous guérissez, vous n'êtes plus malade. L'autisme, ce n'est pas une maladie. D'accord? C'est une pathologie avec des symptômes et c'est un trouble neurodéveloppemental qui fait que le cerveau et les synapses du cerveau ne sont pas développées de la même manière que les personnes neuroatypiques. Donc, du coup, ça crée un dysfonctionnement neuronal. C'est ce qui fait que les personnes autistes ont leurs différences et leurs particularités. Alors, vous, personnellement, vous accompagnez depuis plus de 20 ans des jeunes atteints d'autisme. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels font face ces jeunes? Alors nous, ça fait 30 ans maintenant qu'on accompagne des personnes en situation d'autisme cas complexe. Le défi, j'ai envie de vous dire, qui est un peu planétaire, c'est l'inclusion des personnes en situation d'autisme dans les sociétés, que peu importe le pays, que ce soit au Royaume du Maroc, que ce soit au Burkina Faso, en France ou aux États-Unis. La question est toujours comment on inclut la différence et comment on accepte les particularités de ces personnes en situation d'autisme dans nos sociétés, pour laquelle on manque énormément de sensibilisation et de formation. C'est le grand défi. C'est comment on accepte l'autre et comment on fait place à l'autre. Alors justement, en parlant d'inclusion des personnes atteintes d'autisme, en quoi il faut investir aujourd'hui pour justement faire face à ce défi? Alors, pour faire face à ce défi, c'est qu'il faudrait que toutes les sociétés, finalement, mettent dans les formations, alors là, je parle par exemple de médecins, de police, de pompiers, d'armée, des instituteurs, des directeurs de centres de loisirs, des gens de la mairie, des gens qui sont dans l'habitat. Tous les ministres et les ministères doivent être formés à la sensibilisation à l'autisme. Pourquoi? Vous avez par exemple une autre pathologie qui est la trisomie, qui est une pathologie génétique pour laquelle elle est facile à être accompagnée dans nos pays et même d'ailleurs en Europe. L'autisme est multifactoriel. Il y a une dimension neurologique, mais il y a une dimension somatique, il y a une dimension sensorielle. Et si on n'est pas formé ou si on n'est pas sensibilisé à ça, on ne peut pas inclure ces enfants, ces ados ou ces adultes dans nos sociétés. Donc il faut qu'en amont, les États, peu importe l'État et dans n'importe quel pays d'ailleurs, il faudrait que tous les contingents de l'État puissent être formés à cette sensibilisation-là, de telle manière à ce que, quand on rencontre des personnes autistes, on peut les accompagner et les inclure au mieux dans nos sociétés.
Donc, investir dans la formation, investir également dans l'infrastructure. Mais tout d'abord, il faut diagnostiquer ce trouble, cette pathologie. Alors, le diagnostic de l'autisme se base sur plusieurs caractéristiques observées chez l'enfant, peut-être dès son plus jeune âge. Le rôle des parents est donc crucial pour un diagnostic précoce, d'où l'importance de la sensibilisation et de cette journée. Et justement, vous travaillez sur ce volet, vous aussi. Comment faire, quels sont les signes, à votre avis, avant-coureurs pour un diagnostic d'autisme? Alors, vous l'avez bien dit, hein, c'est très important le diagnostic précoce et le rôle des parents est capital parce que le diagnostic se fait d'abord sur l'observation avant qu'elle soit clinique, c'est-à-dire de tout ce qu'on pourrait mettre après comme batterie de tests. C'est d'abord les symptômes de l'enfant qui va crier, se balancer, pas jouer avec vous, il n'a pas d'interaction avec vous, il va être tout seul dans son coin, il va faire des flappings avec ses mains, il va se balancer de haut à droite, il va aussi pouvoir peut-être avoir une allégorie verbale où il va vous faire ba 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 ouh, ce genre de choses. Tous ces symptômes-là mis à bout les uns sur les autres, on va commencer à parler d'autisme et là les parents doivent s'inquiéter et aller voir un professionnel. Faire attention quand même à une chose, c'est qu'un enfant qui ne parle pas, il n'est pas forcément autiste, il peut avoir un regard de langage. Un enfant qui ne vous regarde pas, il peut avoir un problème au niveau du système vestibulaire ou de tout ce qui est visuel, et ça ne veut pas dire qu'il est autiste pour autant. C'est bien la somme de l'enfant qui ne pointe pas, qui ne regarde pas, qui ne parle pas, qui joue tout seul, qui va avoir du flapping, c'est la somme de tous ces symptômes-là qui vont nous emmener à se poser la question d'un diagnostic. Et puis après, il y a le diagnostic avec les professionnels, et là, il y a une batterie de tests qui est faite en équipe pluridisciplinaire avec le psychiatre, avec le psychologue, avec le neurologue, avec l'éducateur, avec l'orthophoniste. Tous ensemble ont des batteries de tests et à la finale, la somme de tout ça va pouvoir être posée comme diagnostic. Est-ce que l'enfant est autiste ou pas? Est-ce qu'il est sévère? Est-ce qu'il est modéré? Ou est-ce qu'il est léger? Et plus tôt on prendra l'enfant dans son accompagnement et mieux ce sera dans les résultats. Ça veut dire qu'il faudra vraiment être très attentif à l'école, à la maison, pour pouvoir justement repérer et déceler ces signes que vous venez d'évoquer. Alors, une question se pose au cas où il y a un diagnostic précoce et puis il y a une prise en charge avec toutes les infrastructures qu'il faut dans la société. Peut-on vivre normalement avec ce trouble, vous qui côtoyez justement des enfants et des jeunes atteints de l'autisme? Alors, quand il est pris tôt et qu'il y a un vrai projet individuel avec des vrais professionnels, nous, on a des cas très complexes qui aujourd'hui ont gagné la parole, qui travaillent, qui prennent les transports en commun, qui ont une fiche de paye. Alors, c'est pas tous nos jeunes, bien évidemment, il faut être très honnête dessus, mais quand on prend tôt, on peut avoir des résultats très vite. Donc, on peut vivre avec un autisme quand on est bien accompagné. Et pour ceux qui sont plus déficitaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir travailler avec eux le métro ou un contrat de travail ou ces genres de choses, ce sont quand même des gens qui vont gagner en termes de mobilité, en termes d'acquisition sociale, et ils vont quand même pouvoir faire quelque chose. Voilà. Alors, une autre question se pose et ça, elle a un lien justement avec ce qu'on vient de dire. Comment peut-on améliorer la communication et l'interaction sociale de ces personnes autistes au sein de la société? Comment tout un chacun de nous, sans être professionnel, on peut les aider à s'intégrer justement? Alors, il y a des choses qui sont très simples. La première, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'inclusion, c'est-à-dire mettre l'enfant avec ses pairs, aller dans le centre de loisirs, aller à la piscine, au Maroc, aller à la mosquée, au marché, aux anniversaires, enfin tout ce genre d'endroits où il y a de la vie, où on parle, où il y a de la musique, ce genre de choses. La personne en situation d'autisme, elle est en déficit d'imitation. Donc, elle ne capte pas. Le fait de pouvoir lui permettre d'être dans ces ambiances-là, elle va capter les mots et puis du coup, elle va se les approprier. Après, d'un point de vue éducatif, on peut travailler avec les images. Il y a un programme qui s'appelle PEX, Programme Échange Communication Système. C'est un programme qui est en 6 phases, qui permet de débloquer la parole et d'interagir avec le jeune. Vous avez aussi ce qu'on appelle la LSF, langue des signes français, qui peut être utilisée pour communiquer avec l'enfant. Nous, il est déconseillé à tous les parents de donner un téléphone portable aux enfants de 3 ans jusqu'à 12 ans parce que la maturation du cerveau et les stades du développement font que c'est pas bon pour l'enfant, mais par contre, on peut utiliser des tablettes
éducatif à un moment donné pendant 20, 10, 15 minutes pour travailler et ça peut aussi favoriser la parole. Mais pas laisser l'enfant avec un téléphone portable à regarder des dessins animés. Le téléphone portable ne provoque pas de l'autisme. Par contre, ça gêne à la communication. Ça ne fait que renfermer l'enfant dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc, quelque part, il pourrait encore accentuer l'autisme. Monsieur Tatou, une dernière question pour terminer. Le Maroc va abriter dans quelques jours le congrès de l'autisme Afrique 2025. Un mot sur cet événement qui va se dérouler à Oujda du 10 au 12 avril. Écoutez, nous, on est très, très ravis. D'abord, on remercie toutes les autorités marocaines qui nous ont permis de pouvoir faire ce salon de la deuxième édition. La première était au Cameroun. Là, nous accueillons une vingtaine de pays avec une cinquantaine d'exposants, avec un comité scientifique qui vient d'Afrique et de France de renom pour parler de la génétique, pour parler de la communication, pour parler des interactions. On est très, très heureux que ça se passe à Oujda, dans l'Oriental, avec l'association Tuyur Jannah, les oiseaux du paradis, qui est l'association avec laquelle on travaille depuis plus de 10 ans maintenant, qui font un travail extraordinaire. Donc on remercie le Maroc, on remercie Tuyur Jannah et on espère que ce congrès va profiter à l'ensemble des parents et surtout à l'Oriental qui a besoin aussi de mettre un peu de lumière sur toutes les initiatives qu'elle fait, quoi. Et quel est l'objectif de cet événement pour le continent, justement, où peut-être cette pathologie, ce trouble de l'autisme n'est toujours pas encore diagnostiqué à temps et la prise en charge n'est pas forcément exhaustive? Alors, comme le Maroc a récupéré beaucoup de retard et maintenant ils sont même en avance sur les pays africains et les pays du Maghreb, c'est d'abord faire un état des lieux de tout ce qui fonctionne et de comment ça a été fait. Ensuite, c'est de permettre à ces pays de se rencontrer dans le continent africain, de pouvoir créer un annuaire de professionnels, de pouvoir créer aussi des échanges de bonnes pratiques, de être aussi à jour des méthodes éducatives, des méthodes sur la génétique, sur la neuro, sur le continent européen. On ramène ça au Maroc avec des professionnels pour une mise à jour un peu des connaissances scientifiques et médicales. Donc, je pense que ça peut profiter à tout à chacun. Daoud Tatou, je rappelle que vous êtes membre de la direction générale du dispositif Le Silence des Justes. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci de nous avoir invités. Merci à vous. Voilà, nous arrivons à la fin de l'invité de la rédaction. Merci de votre attention.